Antenne de 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagnier. Bonsoir, parfum de scandale au procès de Poitiers. Nous vous l'annoncions dès hier soir. Une équipe médicale a tenté une expérience sur un homme en coma dépassé afin de vérifier la thèse du sabotage. Ce soir, les médecins, les experts et le ministre de la Santé condamnent vigoureusement un acte contraire à la loi et à l'éthique médicale. Dans quelques instants, enquête, réflexion et commentaires. C'est la une du journal. L'offensive Benedetti sur la Générale de Belgique, mise en échec par une alliance financière franco-belge. La partie est-elle jouée? Réponse d'Alain Minck, le bras droit de l'homme d'affaires italien. Incident au procès des preneurs d'otages du palais de justice de Nantes. Le préfet Broussard met en cause l'un des avocats de la défense qui quitte l'audience, suivi de ses collègues. La dernière tentative pour sauver TVSat est restée vaine. Le panneau solaire du satellite allemand de télévision directe définitivement récalcitrant. 1 milliard de francs à la dérive. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Un cobaye humain pour une contre-expertise. C'est la deuxième affaire de Poitiers. Son impact sera sans doute plus dévastateur que le fait divers qui est jugé ce moment aux assises de la Vienne. Je vous rappelle brièvement les faits. Pour soutenir la thèse du sabotage du respirateur, sabotage qui aurait causé la mort de Madame Berneron, une équipe médicale a tenté une expérience sur un homme en coma dépassé. Le professeur Lassner, qui a révélé cette information hier soir, désapprouve l'expérience et ne cite aucun nom. Il n'empêche que depuis hier, tous les regards se tournent vers le professeur Millot du CHU d'Amiens. Le professeur Millot avait déjà tenté une expérience médico-légale sur un malade en coma dépassé en 1985. Dominique Verdaillan. Au centre de la polémique, cet homme, le professeur Alain Millot, cet après-midi dans la cafétéria du CHR d'Amiens, accusé d'avoir pratiqué de son propre chef une intoxication expérimentale au protoxyde d'azote. Le professeur Millot n'a qu'une seule réponse à nos questions. Au moment même où se déroulait le procès de Poitiers, le professeur Alain Millot informait sa direction qu'il avait tenté cette expérimentation sur un jeune homme hospitalisé pour méningite et plongé depuis plusieurs jours dans un coma dépassé. Une expérience qui, il affirme, avoir réalisé dans le seul but d'éclaircir d'un jour nouveau le procès de Poitiers. Cette expérimentation a été enregistrée sur cassette vidéo et expédié au professeur Lassner afin qu'il puisse en faire état à Poitiers. Une telle expérimentation a été faite sans qu'à aucun moment la direction générale ou le comité d'éthique de l'établissement n'ait été saisi. En avril 85, le professeur Millot avait déjà réalisé une expérience sur un cobaye humain, ce qui lui avait valu un blâme de l'ordre des médecins. La direction de l'hôpital et le conseil de l'ordre ont révélé qu'en juin 87, le professeur Millot s'était engagé à ne plus pratiquer de telles expérimentations. En 87, le conseil d'administration de l'hôpital avait aussi demandé que la responsabilité du service lui soit retirée. Désolidarisation aussi des médecins anesthésistes réanimateurs de l'hôpital d'Amiens. Lorsque de telles affaires surviennent, il est des cas où on ne peut pas être solidaire de tels agissements. Et c'est pour cela que je m'exprime aujourd'hui devant vos caméras pour témoigner d'un certain esprit moral du corps médical qui ne tient pas à éponger ou cacher de telles pratiques médicales. C'est le professeur Lassner qui a révélé l'expérience du professeur Millot hier devant la cour d'assises de Poitiers. Le professeur Lassner désapprouve au plus haut point cette expérience, mais il refuse que le professeur Millot soit pour autant un bouc émissaire. Il n'est certainement pas le seul, et je regretterai profondément que le fait que je me sois senti obligé d'apporter un élément important pour une affaire criminelle à la connaissance de la justice devienne la cause du malheur d'un de mes collègues.
Oui, aussitôt annoncée, cette première médico-légale a soulevé, vous en doutez, un grave problème éthique. A-t-on le droit, par exemple, de mener une telle expérience, même quand il s'agit de faire apparaître la vérité dans une affaire criminelle? A priori, la loi l'interdit et ce soir, la réprobation est quasiment unanime. Reste que le cobaye humain utilisé était en coma dépassé, une situation assimilable à la mort. Explication d'Alain Labouze. Pour cet homme qui vient d'arriver à l'hôpital Saint-Louis, le verdict est déjà tombé, coma dépassé. Le cœur continue pourtant de battre sous l'effet de ces machines et le foie, les reins, tous les organes vitaux fonctionnent encore. Tous sauf un, le cerveau, dont tous les circuits sont coupés. Tracé plat, affirme l'électroencéphalogramme. Il n'y a plus rien à faire, la mort cérébrale est définitive. Alors, pourquoi maintient-on ces personnes en survie artificielle? Notre objectif, c'est essentiellement de maintenir un état circulatoire chez ces patients qui sont cliniquement et civilement décédés, de façon à maintenir les organes suffisamment bons pour pouvoir être prélevés et greffés. Nous n'avons pas le droit de faire des expérimentations sur la personne humaine sans en avoir avant consulté un comité d'éthique. Comme toute expérimentation, il existe un consensus actuellement sur ce problème. Pour l'heure, toute tentative d'expérimentation sauvage sur ce type de personnes doit donc être considérée comme hors la loi. Seuls les prélèvements d'organes sont autorisés. Effectués chaque année en France sur environ 300 personnes en état de coma dépassé, ces prélèvements restent indispensables. Ils représentent à eux seuls 94% de tous les dons d'organes. À Poitiers, en dehors des avocats de la partie civile, les médecins, les experts et les avocats des docteurs Diallo et Archambault condamnent unanimement l'utilisation d'un cobaye humain. Condamnation également du président du Conseil de l'Ordre des médecins et de Madame Barzac, le ministre de la Santé, qui était l'invité du journal de 13h aujourd'hui. Le ministre de la Santé a demandé au préfet de suspendre le chef de service d'anesthésiologie de ses fonctions. Si preuve il y a de sa responsabilité dans cette expérimentation, il devra cesser son activité pour être soumis à une procédure disciplinaire et judiciaire. Pour le président du Conseil de l'Ordre, il y a des principes qui ne peuvent pas être bafoués. C'est le respect que l'on doit à ceux qui se confient pour être soulagés, guéris et non pas pour servir de cobayes. Dernière réaction en date, celle de M. François Mitterrand qui inaugurait cet après-midi à la Villette à Paris une exposition intitulée L'homme réparé. Le chef de l'État condamne lui aussi ce genre d'expérience. Écoutez-le. Nous ne devons jamais oublier que l'être humain n'est pas un instrument. Ni la recherche de la vérité, ni le progrès scientifique ne doivent faire reculer cette certitude, cette valeur de civilisation. Plus l'homme est affaibli ou victime, plus il a besoin de voir ses droits défendus par des principes intangibles. La collectivité nationale doit alors se rassembler autour de certitudes qui refusent d'abaisser l'homme. Voilà donc pour les faits et les déclarations enregistrées aujourd'hui. Avec nous ce soir le docteur Pierre Morette. Il est assistant dans le service d'anesthésie-réanimation du professeur Erny à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux. Voilà, nous vous avons demandé de témoigner, docteur, car il y a 4 ans, vous avez mené une expérimentation sur 28 personnes en coma dépassé. Curieusement, il y a 4 ans, cela s'était passé complètement inaperçu. Pourquoi? Oui. Je crois qu'il ne faut pas confondre les termes. Dans les hôpitaux, on ne fait pas d'expérimentation. On soigne les malades et on ne fait que ça. C'est le rôle du médecin que de soigner les malades. Ce que nous avons fait dans le département du professeur Erny il y a 4 ans, c'est de soigner des patients qui étaient en état de mort cérébrale. On les a soignés d'un symptôme qu'ils présentent tous, ces patients, c'est un collapsus ou une hypotension, si vous préférez. Et pour traiter cette hypotension, nous avons employé un médicament courant, connu, dont les vertus se sont montrées hypertensives dans d'autres pathologies aussi, dont on pouvait attendre que ce produit était hypertenseur. Oui, docteur, donc, vous aviez demandé l'accord au comité d'éthique? Nous n'avions pas à demander l'accord au comité d'éthique pour soigner des malades avec un médicament reconnu hypertenseur, pour soigner des malades hypotendus avec un médicament reconnu hypertenseur. Vous aviez demandé l'accord des familles quand même, non? Nous n'avons pas à demander l'accord des familles pour
traiter des patients avec des drogues efficaces. Et vous aviez obtenu des résultats? Et nous avions obtenu des résultats qui ont d'ailleurs été publiés. Alors je suis désolé que ce soin d'une hypotension soit assimilé aux manipulations qui ont été faites à Amiens et qui sont bien sûr condamnables. Alors question d'actualité, que pensez-vous de l'expérience qui a été menée par le professeur Millot à Amiens précisément? Alors, ça n'a rien de... C'est même pas une expérience, ça n'a aucune valeur scientifique, ça n'apporte rien, c'est une manipulation sur un être humain, respectable en tant qu'être humain, et le fait qu'il soit mort ou vivant ne permet aucunement de modifier les comportements face à cette personne. J'affine ma question, pour vous l'inversion des tuyaux n'est pas renforcée par l'expérience d'Amiens? Absolument pas, non. Docteur, je vous remercie d'avoir répondu en direct de Bordeaux à nos questions. En France, le suspense continue pour la télémécanique. Deux sociétés, Schneider et Framatome, se disputent le contrôle de l'entreprise. Hier, Schneider avait marqué quelques points, mais aujourd'hui, Framatome contre-attaque en proposant de racheter les actions au prix unitaire de 4 300 francs. 4 300 francs alors que Schneider ne propose que 3 900 francs. Ce n'est pas la même chose. Restent les salariés de télémécanique. On a l'impression qu'ils respirent ce soir. Christophe Martet. À la télémécanique, les salariés respirent ce soir un peu mieux. Toujours opposés à l'OPA Schneider, ils peuvent maintenant compter sur un chevalier blanc, Framatome. Le constructeur de chaudières nucléaires est monté au créneau et propose une contre-OPA amicale, celle-ci. En effet, pour télémécanique, le leader français des automatismes industriels, les deux sociétés ont un projet commun. Framatome a un certain nombre de technologies du futur. Nous nous projetons dans l'usine du futur et je crois qu'avec Framatome, nous avons un projet d'avenir. Pour détenir 51% de la télémécanique, Framatome devra acheter 825 000 actions, une opération qui lui coûtera près de 4 milliards de francs. Du côté de Schneider, après l'annonce de cette contre-OPA, on reste déterminé. Dès le début de l'opération et à grand renfort de publicité, Schneider a toujours montré sa volonté de créer, grâce à cette alliance, un pôle industriel entre télémécanique et Merlin-Gérard. Nous sommes toujours intéressés à poursuivre notre action pour nous permettre d'acquérir le contrôle de la télémécanique. La cotation des actions devrait reprendre vendredi, mais d'ici là, Schneider peut surenchérir sur Framatome en mettant encore plus d'argent sur la table pour acquérir cette chère télémécanique. L'économie toujours sur fond d'offres publiques d'achat. Défaite bruxelloise pour M. Carlo de Benedetti. L'homme à succès italien qui voulait mettre la main sur l'empire financier et industriel le plus important de Belgique, la SGB, est battu par un groupe franco-belge qui lui souffle la majorité. C'est sans doute la fin d'une terrible partie de poker. Commentaire de Françoise Joly. 17 janvier 1988, la partie de poker commence autour de la Société Générale de Belgique. Un des joueurs mène l'offensive et abat ses premières cartes, c'est Carlo de Benedetti. Avec ses filiales françaises, il a raflé plus de 18% des actions de la société. Mais toujours plus gourmand, il annonce une OPA portant sur 15% des titres. Riposte immédiate de la Générale de Belgique, elle décide une augmentation de capital pour contrer l'attaquant. Une opération déclarée illégale par la justice. Entre alors en scène un deuxième joueur, André Lezen, PDG de Gewart. Sa carte maîtresse, il est belge. Son jeu, regrouper des compatriotes pour que la SGB reste au pays. La partie continue, un troisième joueur, le groupe français Suez, revendique à son tour 10% des actions. Les cartes continuent à être distribuées en sous-main et c'est le coup de théâtre. Suez et Gewart annoncent leur alliance, ils disent détenir la majorité du capital. Mais dès le lendemain, le Belge, lâché par ses partenaires, se retire. Hier, Carlo de Benedetti jouait sa dernière carte. Il a rencontré les autorités belges, mais aujourd'hui Suez a abattu son jeu. Un accord franco-belge détient 52% des actions de la SGB face aux 43% de Carlo de Benedetti. Oui, j'ai l'impression, Philippe, qu'il y aura d'autres bagarres comme celle-là avant 1992. Hein. Oui, il va y en avoir beaucoup parce qu'il s'agit de préparer le grand marché européen, 320 millions de consommateurs, et c'est l'Europe des entrepreneurs qui est en marche. Carlo de Benedetti est un de ces entrepreneurs les plus connus. Il est à peu près dans toutes les grandes capitales d'Europe, mais aujourd'hui, il semble à la main, vous êtes le bras droit de Carlo de Benedetti, son représentant en France, que vous avez subi à Bruxelles votre première défaite. Est-ce une perte d'une bataille ou
bien une défaite? Mais je crois que le roman feuilleton n'est pas terminé. C'est, je crois, la 3e fois qu'on annonce qu'une majorité s'est constituée. Alors il y a des gens qui ont inventé à Bruxelles la société à 110% de capital. Ce serait d'ailleurs très intéressant. Vous niez donc que Suez est la majorité? Totalement. Suez et la coalition hétéroclite qui l'accompagne ne peut pas avoir la majorité. Ce sera la 3e fois qu'on s'en apercevra. Vous avez combien? Nous avons 44. Et Suez et ses alliés ont combien? Suez et ses alliés, d'après nos calculs et les calculs des experts belges, ont en réalité une dizaine de pourcents de moins. Bon, cela étant... Vous estimez donc qu'ils ont moins que vous actuellement? Oui, mais ce n'est pas le problème. Le petit bluff d'image médiatique destiné à renforcer leur position avant que tout le monde s'assied à la table de négociation prendra fin comme les bluffs précédents. Ce qui est important, et je crois c'est sur quoi il y a un accord entre les pouvoirs publics belges... Un accord signé, on a annoncé tout à l'heure un accord signé. C'est le troisième, vous savez, les signatures durent souvent ce que durent les soupirs. Je crois que la chose importante... Des longs soupirs, c'est vrai. Oui, ils sont très brefs en l'occurrence. La chose importante, c'est qu'il faut maintenant qu'il y ait une négociation entre les actionnaires importants. Nous sommes le premier actionnaire et Suez est un actionnaire très important. Vous allez négocier avec Suez? Nous avons affaire à Suez de négocier. Alors, ou Suez vient négocier avec nous, ou nous appellerons une assemblée générale. Et là, on comptera les actions réelles et les actions fictives, ce qui ne manquera pas de charme. Qu'est-ce qui va se passer demain? Vous repartez à Bruxelles? Oh, mais nous sommes partout. Nous sommes à Bruxelles, Milan et Paris, c'est ça l'Europe, vous savez. Une assemblée nationale quand? Une assemblée d'actionnaires, s'il n'y a pas d'accord, elle interviendra dans les semaines qui viennent. Il y a des délais techniques, mais je pense qu'avant, un accord interviendra sur un projet industriel, qui ne peut être que le nôtre, puisque nous sommes les seuls industriels de la bande. Monsieur Minck, nous vous remercions. Voici tout de suite les autres télégrammes d'actualité avec Isabelle Stess. Ensuite, nous reviendrons sur 2 procès qui se déroulent en ce moment à Nantes et Paris. Erevan, capitale de l'Arménie, derrière le calme, une flambée de nationalisme sans précédent. Aujourd'hui, plus de 120 000 personnes se seraient rassemblées pour réclamer la restitution du Karabakh. Cette région, peuplée à 80% d'Arméniens, a été rattachée à la République soviétique d'Azerbaïdjan sous Staline. En Nouvelle-Calédonie, 3 militants indépendantistes ont été interpellés. Ils auraient participé aux incidents de Pointe-Digné qui ont fait une vingtaine de blessés lundi. Les 9 gendarmes pris en otage ont regagné leur base. Le député RPR Jacques Lafleur renouvelle sa demande de dissolution du FLNKS. La situation du bâtiment et des travaux publics s'améliore. L'année dernière, 15 000 logements ont été construits, 8 à 10 000 emplois créés dans ce secteur. Pour encourager la construction de 5 000 logements en Île-de-France, l'État versera une aide aux élus bâtisseurs. À Nantes, c'était aujourd'hui la seconde journée du procès des preneurs d'otages du palais de justice dont on a beaucoup parlé. On est tout de suite rentré dans le vif du sujet. Georges Courtois, l'un des accusés, revendiquant immédiatement la paternité de la prise d'otage. Et puis, cet après-midi, coup de théâtre. Les avocats de la défense ont quitté l'audience après les déclarations du préfet Broussard. Déclaration suivie d'une suspension d'audience de 55 minutes. La suite des événements, comptée par Alain Cancès. Incident d'audience cet après-midi aux assises de Loire-Atlantique à Nantes. Dès le début de sa déposition, le préfet Broussard s'en prend à Maître Taupier, l'avocat de Courtois. Il accuse Maître Taupier de n'avoir pas eu dans cette affaire l'attitude, dit-il, qu'on est en droit d'attendre d'un avocat. Protestation indignée de Maître Taupier. Alors, le préfet Broussard récidive. Il reproche à Maître Taupier d'avoir cherché avant tout la libération la plus rapide possible des otages et des détenus et d'avoir souhaité que la police soit déchargée de l'affaire au bénéfice de l'autorité judiciaire. Du coup, tous les avocats se lèvent et sous les applaudissements d'une partie du public, ils quittent la salle d'audience. Au passage, Maître Jurami, l'avocat de Kalki, crie au préfet Broussard « Vous êtes ici devant des avocats et non pas devant les gens que vous avez l'habitude d'abattre ». Après un entretien avec les avocats, la Cour a décidé d'annuler la déposition du préfet Broussard. Au procès d'Action Directe à Paris, Jean-Marc Rouillant et les 4 membres présumés d'Action Directe qui sont dans le box des accusés depuis le début de la semaine ont décidé eux aussi de quitter l'audience. Rouillant refuse toute légitimité à la Cour d'assises spéciale pour juger une pratique et une idéologie révolutionnaire. Hervé Brusini. Je préfère me retirer de ce procès, dit Rouillant. Je récuse mon avocat. Un autre accusé, Vincenzo Spano, dit qu'il en fait de même. Alphen, lui, affirme sa peur pour la vie des grévistes de la faim. Avec son frère, il quitte également ce procès, qui se fera donc à présent sans maître Ripert. Rouillant continue sa grève de la faim. Ils en sont tous à leur 86e jour de grève de la faim. Il s'est aperçu qu'il n'était plus possible pour lui de suivre les audiences en cet état. Il en a tiré les conséquences qui s'imposaient. Il a refusé de comparaître, il m'a récusé. Ses co-accusés ont fait de même. Et effectivement, je ne suis plus présent.
Ce qui était à l'origine de tout cela, c'est l'isolement. L'isolement dans lequel on veut maintenir mes clients lorsqu'ils sont en détention normale. Un isolement qu'on essaye de nier maintenant d'ailleurs. L'isolement ne se filme pas. Et on a essayé hier de montrer que leurs conditions de détention n'étaient pas aussi déplorables que cela. On a montré des cellules vides. Le problème est bien que toutes ces cellules sont vides et nous n'avons jamais dit que ces cellules étaient terribles. Ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, il n'y a personne dans ces cellules, dans les cellules voisines, il n'y a personne avec qui parler, avec qui communiquer. Dans le prétoire, l'avocat commis d'office compulse quelques tomes du dossier. Pendant ce temps, les derniers témoins passent à la barre. Et plus tard, demain peut-être, on entendra le réquisitoire et puis les plaidoiries. Mais les acteurs principaux seront absents. Ils ne reviendront qu'au moment du verdict. L'événement politique ce soir sur Antenne 2, Michel Rocard sera, vous le savez, l'invité de l'heure de vérité. Le député des Yvelines répondra aux questions de François-Henri de Virieux, d'Albert Duroy, Catherine Ney, Jean-Louis Le Senne et Alain Duhamel. En bref, sachez qu'un député du Front National de la Loire, Guy Le Jaouen, annonce qu'il soutiendra Jacques Chirac au premier tour de l'élection présidentielle. Mon parti, explique-t-il, ne situe plus son combat contre ses véritables adversaires marxistes et socialistes. Fin de citation. Les sondages maintenant. Le dernier BVA fait apparaître un maintien de la popularité du président et un recul de celle du Premier ministre. 61% des personnes interrogées ont une bonne opinion du chef de l'État. Jacques Chirac recueille 47% d'opinions favorables. Dans un autre sondage, Ipsos VSD, il y en a beaucoup en ce moment, à paraître demain, Raymond Barre devance Jacques Chirac d'un point au premier tour. Il y a un mois, toujours selon Ipsos, M. Barre possédait 8 points d'avance. Au second tour, M. Mitterrand l'emporterait dans tous les cas de figure. Sachez enfin, et j'en aurai terminé avec la politique, que M. André Lajoigny, le candidat du Parti communiste aux élections présidentielles, sera demain l'invité du journal de 20h. Voilà, on va prendre maintenant des nouvelles de TVSat dans le ciel. Tout est fini pour TVSat 1, le satellite de télévision ouest-allemand dont l'un des panneaux est bloqué et définitivement perdu. On va essayer de faire le point. Et pour faire le point, Patrick, on a des maquettes, c'est plus facile. Ça va être plus facile, je l'espère du moins. Effectivement, la toute dernière tentative s'est soldée par un échec, comme toutes les premières tentatives qu'on avait fait au mois de janvier et de février. Alors cet après-midi, les Allemands se sont livrés à un genre de partie de prunier qu'on secoue. Ils ont fait pivoter le satellite sur lui-même en espérant que les forces centrifuges déploieraient les panneaux solaires récalcitrants. Il n'en a rien été et par conséquent, le satellite est perdu. Et pourquoi ça n'a pas marché? Alors expliquez-moi là. Alors justement, c'est un gros problème. On ne sait pas pourquoi ce panneau ne s'est pas ouvert. C'est très ennuyeux. Vous avez donc en principe, au moment du décollage, des panneaux solaires qui sont placés ici, pliés, le long du corps du satellite. On a réussi à déployer le premier panneau ici, le second est resté là. Et ça ne peut pas marcher qu'avec un seul panneau. Non, alors ça ne peut pas. C'est peu scientifique ma question. Mais si, a priori, on a pensé à un moment donné qu'on pourrait faire fonctionner le satellite à demi-puissance électrique. Malheureusement, il n'en a rien été parce qu'ici, on s'aperçoit que le satellite ne peut plus déployer ses antennes de réception ici, vous voyez, parce que le panneau solaire coincé empêche l'antenne de prendre la bonne position. Par conséquent, il est totalement perdu. À qui la faute alors, Patrick? Eh bien, c'est compliqué les Français, de le dire. Les Allemands, on était deux dans cette affaire. Le satellite a été assemblé par les Allemands, mais les panneaux solaires dépendaient des Français. Et c'est ennuyeux pour nous, les Français, parce qu'au mois de septembre, on devait lancer avec Ariane le frère jumeau de TVSat, TBF1 français, celui-ci. Et alors, si on ne sait pas exactement ce qui s'est passé sur TVSat, c'est particulièrement gênant pour nous. Mais avec celui-là, on ne peut pas dépanner les Allemands? Eh bien, les Allemands l'envisagent, et peut-être qu'au fond, ce serait un peu l'Europe de l'audiovisuel avant l'heure, parce que les Allemands maintenant envisagent de louer 2 des 4 canaux de TDF1 aux Français, afin de réussir quand même à avoir eux de la télévision directe également. Et puis ça arrangerait peut-être les Français, parce que actuellement, il faut bien le dire, les 4 canaux n'ont pas véritablement trouvé preneur, ils sont loués très cher, et puisqu'on n'a pas de clients, après tout, si c'était les Allemands qui nous le louaient, ça arrangerait beaucoup. Pas une mauvaise chose. On le lance quand celui-là? Septembre, si tout va bien, mais peut-être qu'on va le retarder justement parce qu'on va essayer de modifier ces panneaux pour éviter qu'on connaisse des problèmes. Merci. Calgary, à l'heure du slalom dames. Ce soir, on attendait Catherine Quittet et Carole Merle. Une fois de plus, c'est la déception dans le camp français. Nos chances sont plutôt minces à quelques minutes de la deuxième manche. Francis Marotto. Nouvelle déception française dans le slalom géant féminin des Jeux Olympiques puisque c'est l'Espagnole Blanca Fernández Ochoa qui réussit le meilleur temps de la première manche. La tradition va-t-elle se perpétuer? Blanca est en effet la sœur de Paco Fernández Ochoa, vainqueur surprise de ce même slalom géant. C'était à Sarajevo il y a 4 ans à l'occasion des Jeux Olympiques précédents. Maigre consolation pour la France, Blanca s'entraîne en France avec un entraîneur français et parmi les skieuses de l'équipe de France. Les skieuses françaises qui ont quelque peu déçu donc après la première manche, puisque Christelle Guignard ne réussit que le 9e temps, et pour Carole Merle, c'est moins bien encore, la skieuse de Barcelonnette se classe 14e.
Enfin, Catherine Quittet, partie avec le dossard numéro 3, ne sera guère plus à l'aise puisqu'elle termine à la 12e place. Mais en fait, ce n'est pas tant la place qui inquiète avant la deuxième manche, mais bien l'écart creusé par l'Espagnol qui laisse les Françaises à plus d'une seconde. Dans quelques instants, la météo avec José Blanc-Lapierre et les températures qui malheureusement continuent de dégringoler. C'est pas catastrophique, mais ça ne s'arrange pas. Avant cela, les pronostics de Pierrette pour le quartet et le tiercé de demain, c'est à Vincennes. Pierrette nous conseille de jouer dans l'ordre le 17, notez-le en même temps que moi, le 9, le 1, le 16, le 11, le 4, le 10 et le 8. 17, 9, As, 16, 11, 4, 10 et 8. La météo, José, les températures tombent. Hein. Tout à fait. C'est manifeste. Oui, moins de degrés demain, mais avec le soleil, ce qui rend plus agréable la situation. La situation, d'ailleurs, la voici tout de suite sur notre animation satellite. Elle ne bouge pas, c'est le blocage. Un anticyclone sur l'ouest, une perturbation sur l'ouest et puis une descente d'air frais entre les deux. Résultat, demain matin, du verglas sur les routes. Attention, un petit peu partout d'ailleurs. Dans la journée, le ciel restera couvert, en particulier sur le nord-est, avec des giboulées, des averses de pluie, de neige et parfois les deux mêlés. En revanche, le ciel sera plus clément de la région parisienne jusqu'à l'Aquitaine, c'est-à-dire qu'il y aura tout de même quelques éclaircies, mais des averses surprises. Les éclaircies seront tout à fait franches dans le midi et sur la Corse, ainsi que sur la façade atlantique. Les températures, les voici, 0 degré à Mulhouse, 3 degrés à Paris demain sur la moitié sud, 2 à Limoges, 2 aussi à Grenoble, 11 à Nice tout de même, et puis 12 sur la Corse. Et puis demain, jeudi 25 février, bonne fête Henri, c'est la Saint-Roméo. Ça, je ne dois pas être tout seul. Prochain rendez-vous d'information, 20h30. Michel Rocard est l'invité de François-Henri de Virieu pour l'heure de vérité. Vers 23h10, dernier journal présenté par Aubry Edler. Demain, 6h45, n'oubliez pas Télématin. Pour vos premières informations, vous retrouvez comme d'habitude Catherine Sellac et Marc Cottement. Et à 7h45, Gérard Morin recevra François Guillaume, le ministre de l'Agriculture. Je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir et merci de votre fidélité. À demain.